des incidentalomes surrénaliens et qui sera présenté par professeur Guichrat, qui est professeur assistant à la faculté de médecine et de pharmacie de Oujda. À vous la parole. Merci professeur Rifaï. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui dans ce 47e congrès de la SMEDJON. Il m'a été demandé de vous parler aujourd'hui des actualités des incidentalomes surrénaliens et on va se baser pour répondre à cette question sur les dernières guidelines de la Société européenne d'endocrinologie publiées en 2023. C'est bon, c'est bon. Avant d'entamer notre présentation, il faut savoir tout d'abord c'est quoi un incidentalome surrénalien. Il correspond à toute masse surrénalienne de 1 cm ou plus découverte fortuitement lors d'un moyen d'imagerie qui est le plus souvent un scanner, qui est non motivé par l'exploration d'une pathologie surrénalienne. Ça peut être soit une symptomatologie digestive, urologique, pulmonaire ou des lombalgies. Et donc, cette définition va exclure toute masse surrénalienne découverte dans le cadre d'un syndrome héréditaire exposant à des masses surrénaliennes, comme le cadre de néoplasie endocrinienne multiple de type 2, la NEM2, ou bien dans le cadre des masses surrénaliennes découvertes lors de l'évaluation des tumeurs extra-surrénaliennes. Parlons un peu d'épidémiologie, je vous présente cette étude de cohorte étalée sur 23 ans, portant sur 1287 patients. Et regardez, lorsqu'ils ont... Je peux pas. Lorsqu'ils ont analysé l'incidence, elle a évolué selon une courbe en cloche. Elle a passé de 4,4 à 47,8 et cette augmentation était parallèle à l'augmentation de l'utilisation des moyens d'imagerie comme vous voyez en courbe en rouge. En analysant cette incidence en fonction de l'âge, ils ont objectivé que la tranche d'âge au-delà de 40 ans présente la valeur maximale d'incidence des incidentalomes surrénaliens. Alors, des variations mineures étaient objectivées chez les patients moins de 40 ans. Concernant le sexe, comme vous voyez, les incidentalomes surrénaliens peuvent toucher les hommes comme les femmes sans différence significative. Pour la prévalence, elle aussi, elle varie en fonction de la source des données, qui peut être soit des séries d'autopsie, des séries de chirurgie ou de radiologie. Et pour les séries d'autopsie, la prévalence peut aller jusqu'à 8,7%. Et en se basant sur les données de la radiologie, et surtout avec les nouvelles générations des moyens d'imagerie, cette prévalence peut aller jusqu'à 5%. Quand on voit un peu ces tumeurs peuvent correspondre à quoi, eh bien, dans jusqu'à 85% des cas, il s'agit d'une hyperplasie macronodulaire des surrénales bilatérales ou bien des adénomes dérivant de la corticosurrénale. Et le plus souvent, il s'agit des adénomes non fonctionnels, comme ils peuvent sécréter le cortisol ou à moindre degré l'aldostérone. Comme ils peuvent correspondre à des tumeurs bénignes comme le myélolipome ou être dérivés de la médulosurrénale dans le cadre de phéochromocytome, sans oublier qu'il peut s'agir d'une lésion maligne dans le cadre d'un carcinome cortico-surrénalien ou bien évidemment lors d'une métastase d'une tumeur extra-surrénalienne. Après avoir découvert cet incidentalome surrénalien, deux questions classiques se posent. S'agit-il d'un incidentalome surrénalien bénin ou malin? Et s'agit-il d'un incidentalome surrénalien sécrétant ou non? Pour répondre à ces deux questions, nous allons analyser ensemble les dernières guidelines de la Société européenne d'endocrinologie 2023. Pour différencier les tumeurs surrénaliennes bénignes et les tumeurs surrénaliennes malignes, nous utilisons en pratique courante 3 moyens d'imagerie. La TDM surrénalienne, qui est le plus souvent suffisante lorsqu'elle est bien faite. Nous avons rarement besoin de compléter par une IRM surrénalienne et exceptionnellement, on utilise une tomographie par émission de positons. Pour le premier moyen d'imagerie, qui est la tomodensitométrie, il est recommandé d'utiliser un scanner surrénalien non injecté comme l'examen de première intention pour évaluer la malignité des incidentalomes surrénaliens. Il faut que votre radiologue vous précise certains critères, à savoir la taille de la tumeur, la densité spontanée en unité de Hounsfield-UH et le washout absolu et relatif. Maintenant, concernant le premier critère scanographique, qui est la densité spontanée. Selon les recommandations, une masse surrénalienne est dite bénigne lorsque son aspect est homogène et sa densité spontanée est inférieure à 10 UH. Pourquoi? Lorsqu'ils ont vu les grandes méta-analyses qui ont analysé les lésions plus de 10 UH, ils ont trouvé que la sensibilité pour la détection de la malignité était supérieure à 100%, alors que la spécificité était faible. Ceci va signifier
que les patients présentant une lésion avec une densité spontanée moins de 10 UH ne sont jamais malignes, mais les lésions avec une densité spontanée plus de 10 UH peuvent être bénignes. Et c'est le cas dans cette étude. Comme vous voyez dans la fourchette de densité spontanée entre 10 et 19 UH, nous avons presque de 98% des lésions étaient bénignes. Et plus qu'on augmente dans la densité spontanée au-delà de 20 UH, le risque de malignité va devenir plus important. Ceci indique l'importance de bien analyser cette densité spontanée. Maintenant, pour le deuxième critère scanographique qui est le washout et qui est indiqué surtout dans les lésions avec une densité spontanée plus de 10 UH. Comme vous le savez tous, dans les anciennes recommandations de la Société européenne d'endocrinologie en 2016, on parle d'une lésion bénigne lorsque son washout absolu est supérieur à 60% et le washout relatif supérieur à 40%. Mais dans la littérature, en analysant l'exactitude de ces seuils, ils ont mal classé plusieurs lésions. Et je vous donne l'exemple de cette lésion. Dans l'image A, on a une image scanographique non injectée avec une densité spontanée supérieure à 10 UH. L'image B, c'est une image scanographique au temps veineux. L'image C, c'est une image scanographique 15 minutes après l'injection du produit de contraste. Le washout absolu, il est calculé à 78,3% et relatif à 57,7%. Au terme de cette lecture, on est devant, bien évidemment, une lésion bénigne. Mais, comme vous voyez ici, à l'histologie, il s'est avéré qu'il s'agit d'une métastase surrénalienne. Dans le même cadre, je vous expose cette étude portant sur 216 patients ayant bénéficié d'un scanner surrénalien avec étude du washout en cas de lésion avec une densité spontanée supérieure à 10 UH. Et le diagnostic définitif de ces lésions était porté par l'histologie. Lorsqu'ils ont analysé les lésions en fonction des anciens seuils de washout, ils ont trouvé qu'à peu près 36% des lésions ont été mal classées. C'est pour ça qu'il a été décidé de revisiter ces valeurs seuils. Et dans la même étude, ils ont appliqué des valeurs optimisées de washout. Ils ont choisi un washout relatif de 58%. À ce moment-là, ils ont arrivé à reconnaître toutes les tumeurs malignes. C'est pour ça, dans les nouvelles guidelines de la Société européenne, il a été suggéré d'utiliser le seuil de washout relatif de 58% pour détecter les tumeurs malignes. Mais comme vous voyez, la spécificité elle est faible, donc elle nécessite plus de validation. Arrivant au troisième critère diagnostique qui est la taille tumorale, comme vous savez tous, dans les anciennes guidelines, on parle de seuil de suspicion de malignité concernant la taille de 4 cm. Mais lorsqu'ils ont analysé la précision diagnostique de ce critère, elle était vraiment faible. Comme dans cette étude, qui ont vu seulement ces lésions ayant une taille supérieure à 4 cm, regardez, la prévalence de la malignité était que de 31%, alors que 47% des lésions étaient bénignes. Et même avec une taille tumorale supérieure à 6 cm, la sensibilité, la spécificité était faible, même que les valeurs prédictives positives et négatives. Raison pour laquelle il a été recommandé dans les nouvelles guidelines de retirer ce critère de seuil de taille. Arrivant au deuxième moyen d'imagerie, qui est l'IRM par résonance magnétique, l'IRM surrénalienne n'est pas un examen de première intention. Vous le savez tous, c'est un examen qui est indiqué en cas de contre-indication au scanner, chez la femme enceinte, chez les enfants et en cas d'insuffisance rénale. Le critère diagnostique repose sur l'analyse du déplacement chimique à l'IRM et la perte d'intensité du signal entre les images en phase et hors phase témoigne de la bénignité comme vous voyez dans cette image. Maintenant, concernant le troisième moyen d'imagerie, qui est la tomographie par émission de positons en 18F2 désoxydé cortisol, elle est indiquée exceptionnellement lorsqu'on suspecte une lésion maligne. Deux paramètres sont étudiés, c'est le ratio de captation du FDG par la surrénale et la valeur maximale de captation du FDG par la surrénale. On parle d'une lésion bénigne en l'absence de captation du FDG ou lorsque cette fixation est inférieure à celle du foie. Lorsqu'on a vu les grandes méta-analyses étudiant ces deux paramètres, regardez, la sensibilité était vraiment élevée entre les études. Elle arrive jusqu'à 100%. Ceci signifie que les tumeurs malignes sont correctement identifiées. Mais la spécificité, comme vous voyez ici, elle est variable entre les études et elle est faible. Donc, les lésions malignes ne sont pas correctement identifiées. La tomographie par émission de positons, comme les autres moyens d'imagerie, elle a des inconvénients. En plus de son coût élevé, de sa disponibilité, il y a un risque
de faux négatifs dans le cadre de certaines métastases, comme les métastases du cancer rénal, de lymphome de bas grade, et de faux positifs dans le cadre des adénomes fonctionnels. Comme vous le savez tous, la tomographie par émission de positons permet la détection des changements métaboliques. Et pour améliorer sa sensibilité et sa résolution spatiale, elle est souvent associée à la TDM. Alors, pour récapituler cette première partie où il y a eu du changement quand même assez longuement discuté, on a comme critère de bénignité dans le scanner une densité spontanée inférieure à 10 UH, un seuil de washout relatif supérieur à 58%, mais qu'on a vu et nécessite plus de validation. À l'IRM, la perte d'intensité du signal entre les images en phase et hors phase témoigne d'une lésion riche en lipides et donc à l'adénome. Et à la tomographie par émission de positons, l'absence de captation du FDG ou une captation inférieure à celle du foie témoigne de la bénignité. Maintenant, qu'en est-il de la biopsie surrénalienne dans l'évaluation de la malignité des acidentalomes surrénaliens? Eh bien, elle est déconseillée par les nouvelles guidelines. Il n'est indiqué qu'exceptionnellement pour le diagnostic des tumeurs malignes extrasurrénaliennes, des lymphomes et des sarcomes. Et dans ces situations, il faut absolument exclure un phéochromocytome. Par contre, si l'incidentalome surrénalien est susceptible d'être un carcinome cortico-surrénalien, attention, la biopsie elle est vraiment proscrite vu le risque élevé de dissémination de la tumeur, ce qui va empêcher la résection complète. Dans le même cadre, je vais vous présenter cette étude qui a analysé l'impact de la biopsie surrénalienne des patients présentant un carcinome cortico-surrénalien sur la survie globale en les comparant avec les patients qui ont bénéficié d'un diagnostic clinique. Regardez, les patients qui ont été biopsiés ont une survie globale beaucoup plus courte par rapport à ceux bénéficiant d'un diagnostic clinique. Donc, encore une fois, s'il vous plaît, si vous suspectez un carcinome cortico-surrénalien, la biopsie est proscrite. À part les dosages biologiques qu'on connaît nous dans notre pratique courante maintenant, est-ce qu'on dispose des marqueurs biologiques pour détecter la malignité? Dans les nouvelles guidelines, la réponse est oui. Est-ce qu'elles sont recommandées chez tous les patients? La réponse est non. Est-ce qu'elles sont surtout indiquées en cas de masse surrénalienne indéterminée, en cas de signes d'excès d'androgène chez les patients, par exemple l'hirsutisme chez la femme ou bien une gynécomastie chez l'homme, ou en cas d'augmentation significative des hormones sexuelles ou de leurs précurseurs. Ces dosages vont correspondre à quoi? C'est une analyse du profil complet des stéroïdes et de leurs précurseurs sériques et urinaires par spectrométrie de masse en tandem. Dans le même cadre, je vais vous présenter cette étude prospective portant sur 217 patients qui a évalué la précision diagnostique du métabolomique des stéroïdes urinaires pour la détection du carcinome cortico-surrénalien en les comparant avec les autres stratégies d'imagerie qui suspectent la malignité. Les patients recensitionnés ont bénéficié d'un échantillonnage urinaire pour profilage multistéroïdien par chromatographie liquide et spectrométrie de masse. Le diagnostic du carcinome a été confirmé par l'histologie ou en présence d'une grosse tumeur surrénalienne avec un excès de stéroïdes mixtes typiques de carcinome. En analysant les données, regardez, en comparant les résultats de métabolomique des stéroïdes urinaires avec une taille tumorale supérieure à 4 cm et les autres caractéristiques d'imagerie suspectant la malignité, le risque de faux positif qui est illustré ici en bleu clair est le plus faible par rapport aux autres stratégies diagnostiques. Et même, en rassemblant les patients ayant un risque élevé de carcinome en se basant sur le métabolomique des stéroïdes urinaires avec une taille tumorale supérieure à 4 cm, ce taux de faux positifs a vraiment diminué. Elles ont aussi rassemblé les 3 approches diagnostiques et elles ont obtenu une meilleure détection du carcinome cortico-surrénalien. C'est pour ça qu'il a été suggéré au terme de cette étude d'utiliser les métabolomiques des stéroïdes urinaires en combinaison avec la TDM sans injection pour une meilleure détection du carcinome. Maintenant, après avoir évalué notre incidentalome sur le plan de malignité, on passe à l'évaluation de la sécrétion parce qu'elle va guider la prise en charge thérapeutique. Concernant le phéochromocytome, que disent les recommandations? Il est recommandé de l'exclure en dosant les méthanéphrines et norméthanéphrines libres plasmatiques ou urinaires que chez les patients présentant une masse surrénalienne avec densité spontanée supérieure à 10 UH ou une masse surrénalienne indéterminée, surtout, même en l'absence de symptomatologie et surtout si une biopsie ou une ablation de la tumeur est prévue.
Maintenant, pour la sécrétion autonome du cortisol, qui est parmi les causes les plus fréquentes d'incidents thalamiques surrénaliens, il est recommandé de l'exclure par le test de freinage minute à la dexaméthasone 1 mg chez tout patient présentant un incident thalamique surrénalien, quelles que soient les caractéristiques de l'imagerie, sauf chez ceux qui ont une espérance de vie limitée, vu qu'un âge avancé ou bien un mauvais état général. Le diagnostic sera exclu en cas de cortisolémie de 8 heures après freinage minute inférieur à 18 nanogrammes par ml, et chez les patients qui n'ont pas freiné, avec une cortisolémie de 8 heures supérieure à 18 nanogrammes par ml, le diagnostic sera retenu et donc ce patient va bénéficier d'autres examens complémentaires pour éliminer un syndrome de Cushing-Franck et pour confirmer la CTH indépendance. Maintenant, après avoir évoqué la sécrétion autonome du cortisol, il s'avère nécessaire de rechercher les signes de syndrome du Cushing-Franck. S'ils sont absents, il faut rechercher les comorbidités métaboliques potentiellement attribuables au cortisol. Pourquoi? Parce qu'on va désigner deux groupes distincts. En l'absence de ces comorbidités, on parle de SAC, c'est la sécrétion silencieuse autonome du cortisol. Et le deuxième groupe max en présence de ces comorbidités, c'est le syndrome métabolique autonome du cortisol. Pourquoi cette différence entre les deux groupes? Parce que la prise en charge va différer. Le premier groupe ne va pas bénéficier d'une prise en charge spécifique, mais elle doit être surveillée au fil du temps pour voir est-ce qu'ils vont développer ces comorbidités au fil du temps. Et pour le deuxième groupe, il va bénéficier d'une prise en charge spécifique qu'on va voir plus tard. Dans le même cadre, je vais vous présenter cette méta-analyse qui a comparé la fréquence des comorbidités cardiométaboliques entre les patients ayant un adénome non fonctionnel et ceux ayant une sécrétion autonome du cortisol. Et ce, au moment du diagnostic, au cours du suivi, ils vont rechercher l'apparition de nouvelles comorbidités et l'aggravation des comorbidités préexistantes. Et bien, ils ont retrouvé que l'HTA, l'obésité, la dyslipidémie, le diabète de type 2 sont plus répandus dans le groupe MACE, le groupe ayant une sécrétion autonome du cortisol par rapport à ceux ayant un adénome non fonctionnel, et ils sont plus susceptibles de se développer ou s'aggraver au fil du temps dans ce groupe ayant une sécrétion autonome du cortisol. De même, les nouveaux événements cardiovasculaires sont plus susceptibles de se reproduire chez ces patients ayant une sécrétion autonome du cortisol. Raison pour laquelle elle a été suggérée, elle a été recommandée dans les nouvelles recommandations de dépister systématiquement ces comorbidités chez les patients présentant une sécrétion autonome du cortisol. Maintenant, dans le même sujet, elle a été objectivée une association accrue entre la sécrétion autonome du cortisol et le risque de fractures vertébrales, qui sont principalement des microfractures, le plus souvent asymptomatiques. Et donc, elle a été suggérée de les dépister au moins une fois au moment de diagnostic, en réévaluant les clichés de la TDM déjà réalisés ou en réalisant des radiographies standards, ou bien par l'évaluation de la densité minérale osseuse. La question qui se pose toujours chez ces patients ayant un incident thalamique surrénalien qui sont asymptomatiques et qui n'ont pas freiné, est-ce qu'ils présentent un risque d'évolution vers un syndrome de Cushing-Franck? Lorsqu'ils ont vu les grandes méta-analyses qui ont suivi ces patients au fil du temps, ils ont trouvé que la réponse elle est presque zéro. Pourquoi? Parce que le risque elle est inférieur à 0,1%. Quant à l'hyperaldostéronisme primaire, il est recommandé de l'exclure par la mesure du rapport aldostérone-surrénine pour les patients présentant une HTA concomitante ou bien une hypocalémie inexpliquée. Après avoir évalué notre incident thalamique sur les deux volets de malignité et de sécrétion, je veux tirer votre attention à un cas particulier d'incident thalamique surrénalien bilatéraux. L'évaluation de la malignité elle est la même par rapport à l'incident thalamique surrénalien unilatéral selon le même protocole d'imagerie. Et dans ce cas, on peut distinguer 4 situations d'imagerie pour guider la prise en charge diagnostique. On peut être devant une hyperplasie bilatérale des surrénales, des adénomes surrénaliens bilatéraux, 2 masses surrénaliens morphologiquement similaires qui sont dans ce cadre des métastases surrénaliennes, ou bien 2 masses surrénaliennes morphologiquement différentes. Dans ce cadre, il s'agit à droite d'un adénome surrénalien, à gauche d'un phéochromocytome. Quant à l'évaluation de la sécrétion hormonale, elle aussi elle est identique à l'évaluation de l'incident thalamique surrénalien unilatéral. Cette sécrétion peut provenir d'une lésion ou être bilatérale, comme elle peut être identique entre toutes les lésions ou différente. Vous pouvez trouver une lésion qui sécrète le cortisol et une autre qui sécrète l'aldostérone, par exemple.
En cas d'hyperplasie bilatérale des surrénales, sans sécrétion autonome du cortisol, il faut doser la 17-hydroxyprogestérone pour éliminer une hyperplasie congénitale du surrénal sur déficit en 21-hydroxylase. Il est recommandé aussi, en cas de métastase bilatérale, de lymphome, de maladies inflammatoires infiltrantes ou d'hémorragie, d'évaluer le risque d'insuffisance surrénalienne par le dosage de la cortisolémie de 8 heures et en fonction de résultats, de compléter par la CTH ou le test osinactène. Arrivant au chapitre de prise en charge thérapeutique, commençant par l'incident thalame surrénalien non sécrétant, il est recommandé de ne pas opérer les patients présentant un incident thalame surrénalien asymptomatique, non fonctionnel et bénin à l'imagerie. Je vous rappelle, bénin homogène et densité spontanée, moins de 10 UH. Mais en cas de tumeur qui exerce un effet de masse, et l'exemple type, c'est le myélolipome, qui est, comme vous connaissez tous, c'est une tumeur qui est bénigne, de grande taille, et qui augmente progressivement du volume. À ce moment-là, il faut réaliser une réunion de concertation pluridisciplinaire pour décider la chirurgie chez ces patients, vu que le seuil de la taille n'est plus une indication chirurgicale. Maintenant, pour l'incident thalame surrénalien sécrétant. La surrénalectomie est le traitement de référence dans ce cadre d'incident thalame. Elle doit être réalisée dans un centre spécialisé et par un chirurgien qui est expérimenté dans ce type de chirurgie. Pour ces patients qui vont être opérés, quel type de chirurgie à préconiser pour chaque patient? Pour les patients présentant un incident thalame surrénalien suspect de malignité, sans invasion locale, avec un diamètre moins de 6 cm, il est recommandé de réaliser une surrénalectomie mini-invasive. Pourquoi? Parce qu'elle va raccourcir la durée du séjour et s'accompagne de moins de douleur. Mais elle doit être réalisée sans rupture de la capsule tumorale parce qu'il y a un facteur de risque de récidive. En cas d'invasion locale, la surrénalectomie ouverte, elle est recommandée. Maintenant, qu'en est-il de la prise en charge des incidents thalame surrénaliens avec syndrome métabolique autonome du cortisol? La prise en charge doit être individualisée et discutée en réunion de concertation pluridisciplinaire. En cas d'indication chirurgicale, une surrénalectomie unilatérale doit être réalisée et doit être selon une approche mini-invasive. Pourquoi? Parce que les tumeurs sont le plus souvent de petite taille. Chez ces patients qui vont être opérés, il faut les mettre sous hydrocortisone en période pré- et périopératoire. Et je veux tirer votre attention dans ce cadre de visualiser la surrénale contralatérale qui est le plus souvent atrophique et qui va aggraver plus le risque d'insuffisance surrénalienne. Chez ces patients qui ont été mis sous hydrocortisone, elle doit être maintenue en période post-opératoire jusqu'à une nouvelle réévaluation par le endocrinologue. Maintenant, pour les patients qui n'ont pas été opérés, qu'il faut faire. Donc, il est recommandé qu'aucun contrôle d'imagerie ne doit être réalisé en cas d'incident thalame surrénalien d'aspect bénin et donc homogène avec une densité spontanée moins de 10 UH. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont suivi ces patients pendant une longue durée, ils ont trouvé qu'aucune de ces lésions ne s'est transformée en carcinome cortico-surrénalien. Pourtant, pour l'incident thalame surrénalien non opéré d'aspect indéterminé, qui est défini, comme vous voyez ici, par un aspect homogène, avec une taille moins de 4 cm et densité spontanée entre 11 et 20. Donc, dans ce cas, un contrôle d'imagerie dans 6 à 12 mois, elle est recommandée. Pourquoi? Eh bien, pour exclure une croissance significative qui va indiquer la chirurgie chez ces patients. En absence de cette croissance significative, un nouveau contrôle d'imagerie doit être envisagé dans 6 à 12 mois. Maintenant, pour l'incident thalame surrénalien d'aspect malin à l'imagerie, qui est défini par une densité spontanée supérieure à 20 UH, ou une densité spontanée entre 11 et 20 avec une taille tumorale supérieure à 4 cm. Dans ce cas, une réunion de concertation pluridisciplinaire doit être entretenue pour décider une prise en charge chirurgicale immédiate ou bien la réalisation d'un PET scan. En cas d'absence de réalisation de prise en charge chirurgicale ou si le PET scan est négatif, un contrôle d'imagerie doit être préconisé dans 6 à 12 mois. La question qui se pose toujours, est-ce que ces patients ayant un incident thalame surrénalien, bénin, asymptomatique, qui sont non fonctionnels au départ, présentent un risque d'une nouvelle sécrétion hormonale au fil du temps? Eh bien, regardez, la réponse, le risque est presque faible. Le risque de développer un syndrome de Cushing est de 0 à 0,6%, de l'hyperaldostéronisme primaire de 0 à 1,6% et du phéochromocytome de 0 à 2,1%. Et il s'agit surtout des patients qui ont déjà des comorbidités au départ.
Et concernant la sécrétion autonome du cortisol, comme vous voyez, c'est l'excès hormonal le plus susceptible de se reproduire. Je tiens à vous présenter cette étude qui a porté sur 209 incidents à lampe surrénalienne non fonctionnels. Seulement 7 patients ont développé une sécrétion autonome du cortisol au cours du suivi. Et lorsqu'ils ont analysé les caractéristiques de ces patients, ils ont trouvé que le risque de développer cette sécrétion est le plus élevé en cas de taille tumorale supérieure à 28 mm, en cas d'adénome bilatéral et en cas de taux d'ACTH qui est faible. Mais malgré tout cela, les recommandations disent qu'il ne faut pas contrôler le bilan hormonal chez les patients ayant un incident à lampe surrénalien non fonctionnel. Je veux juste tirer votre attention que les American Guidelines gardent toujours le contrôle du freinage minute 2 à 5 ans après. Mais la recommandation, elle est faible. Les European Guidelines recommandent ce contrôle en cas d'apparition de signes cliniques d'hypersécrétion hormonale ou bien en cas d'aggravation des comorbidités présentes, comme le diabète ou bien l'HTA. À la fin de ma présentation, pour améliorer la précision diagnostique et pour augmenter le niveau d'évidence de certaines recommandations, pour améliorer la prise en charge de nos patients, il faut bien évidemment réaliser des grandes études de cohortes qui sont prospectives avec une longue durée de suivi et surtout de réaliser des essais cliniques randomisés plus solides sur le plan méthodologique. Pour conclure, l'incident à lampe surrénalien est de plus en plus fréquent vu l'utilisation courante des moyens d'imagerie. Son diagnostic étiologique est indispensable pour ne pas méconnaître une lésion sécrétante pouvant mettre en jeu le pronostic vital comme le cas de phéochromocytome ou une tumeur maligne dont le pronostic peut être effroyable comme dans le cas de carcinome cortico-surrénalien. Sa prise en charge elle est multidisciplinaire et doit être individualisée. Merci. Merci beaucoup, professeur Bouchrat, pour votre excellente présentation. Vous avez très bien expliqué les nouveautés en matière des incidents à lampe surrénalien, avec les nouveautés concernant les critères qui permettent de différencier les lésions bénignes, malignes, les nouveautés concernant le bilan sécrétoire, la prise en charge thérapeutique et les modalités de suivi. Et je donne la parole à professeur Toulani pour gérer les questions. Donc, je passe la parole à l'audience pour une ou deux questions vu la contrainte de temps. Oui, professeur Belkhadir, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement riche en informations et qui montre aussi l'importance de la question. Et je le rappelle qu'en tant qu'endocrinologue, et même dès qu'une masse est découverte à l'échographie, tout le monde s'affole. Oui. Donc le risque, il est inverse. Moi, je dis, la majorité sont bénins. Oui. Mais, bien sûr, dès qu'il y a une suspicion, la machine doit se mettre en place et la prise en charge, comme vous avez bien expliqué, elle doit être multidisciplinaire entre le radiologue, le chirurgien, l'endocrinologue. L'endocrinologue est au cœur du... Alors, ma question, c'est, comme pour le professeur Caron hier, il insiste beaucoup sur la clinique et le minimum d'exploration. Oui. Dans le cas des incidents à l'homme, là aussi, il faut un bon sens clinique oui. et le minimum d'exploration, sauf, bien sûr, nécessité ou suspicion. Et donc, ma question, c'est que, comme la majorité sont des adénomes bénins, donc l'important, c'est de rassurer le patient bien ou la patiente, de les suivre. Ça, c'est important. De ne pas leur dire c'est rien, c'est bénin. Dire on suit, il n'y a pas de souci. Moi, je pense qu'il faut annoncer la couleur, mais qu'il faut mettre les gens en confiance, et c'est ce qu'ils demandent. Oui. Alors, ma question, c'est justement vous avez bien insisté sur un point dont je vous remercie beaucoup, c'est l'ATDM est un examen central. Oui. Parce qu'il coûte 4 fois moins cher que l'IRM. Oui. Et donc, l'IRM, elle est indiquée lorsqu'il y a des signes de suspicion. Et pour la surveillance à long terme, lorsqu'on est devant un adénome, on a vu à 6 mois, à 1 an, est-ce que l'échographie faite par un bon échographiste, un radiologue, n'est pas suffisante pour suivre, et au cas où il y a une augmentation, une suspicion, à ce moment, on passe aux examens radiologiques plus affinés?
Merci, professeur Belkhadir. Donc, pour l'échographie, elle peut être utile surtout pour les grandes masses. Lorsqu'on est devant une petite masse, je pense qu'il est difficile de distinguer la masse surrénalienne. Je pense que le scanner, c'est mieux classé. Mais comme on a vu, pour les adénomes bénins, on ne doit pas faire le suivi. Donc, le suivi, il est arrêté. Merci encore une fois, professeur Bouchrat, pour votre excellente présentation. Une dernière question avant de passer à la troisième présentation. Bonjour. En premier, je tiens à vous remercier pour cette présentation brillante concernant les incidents talons surrénaliens. Ma question sera posée surtout pour les incidents talons surrénaliens non sécrétants. Vous avez parlé que la taille n'est plus un critère pour une prise en charge chirurgicale, et pourtant dans une diapositive qui parlait des incidents talons de taille limite ou de caractéristiques scanographiques limites, notamment unité de Hounsfield entre 11 et 20. Vous avez parlé qu'une taille qui augmente de 5 mm annuellement, on passe directement à la chirurgie. Non, 20% du volume avec 5 mm du grand diamètre. Les deux critères ensemble. On passe directement à la chirurgie, même si après une réunion de concertation pluridisciplinaire, bien sûr. C'est une indication à la chirurgie, mais après une réunion de concertation pluridisciplinaire. Mais c'est une indication à la chirurgie. Merci. Donc,